Bonjour à tous et bienvenue dans La Voie de la recherche clinique. Dans ce nouvel épisode, Christophe Soyer, le PDG de la CRO Medilink, avec nous, il nous racontera son parcours et comment il est passé d'ARC à dirigeant d'une CRO française. Donc, bonjour Christophe et c'est un plaisir de t'avoir ici parmi nous. Bonjour Nawel, merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité de partager comme ça un peu de mon humble expérience. Merci, c'est vrai. Et puis bon, Avec merci pour ce plaisir. que tu fais. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et parler de ton parcours? Alors, en fait, je suis donc Christophe Soyer, le gérant et fondateur de Medilink, une CRO française. Mon parcours, en fait, j'ai un bac+5, on va dire master 2, pour les anciens c'était un DESS de microbiologie appliquée et j'ai cherché pendant un certain temps et en fait je suis tombé dans la recherche clinique un peu par hasard. Comme beaucoup à cette époque-là, on se situe dans les années milieu 90. C'était en 92, début 90. J'ai mon DESS en poche et je cherchais du boulot pendant un certain temps. Et j'ai des copains de promotion qui travaillaient comme arc. J'ai deux copains de promotion qui travaillaient comme arc dans une CRO à l'époque. Et qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas ça? Ils recherchent des gens comme nous, bac+5, scientifiques. Voilà, c'est intéressant, tu voyages beaucoup, tu vois du pays et puis c'est intéressant, on participe un peu au développement des médicaments. Donc bon, bon, à l'époque, pour moi, on faisait les études de microbiologie. Moi, j'étais plutôt orienté sur les microalgues. Et puis, au bout d'un moment, ne trouvant pas dans ma branche, j'ai postulé pour une opportunité comme ARC. Et là, finalement, j'ai trouvé très rapidement. Donc, j'ai démarré comme attaché de recherche clinique dans une CRO où on était spécialisé sur la pharmacoéconomie à l'époque. Puis, donc ça, c'était en 94. Ensuite, la CRO a été rachetée par Quintiles. Donc, j'ai travaillé pour Quintiles de 96 à 2000, 2002. 2000. En 2000, j'ai été détaché comme prestataire de service chez Euxt. On faisait de la coordination. Oui. CR coordonnateur jusqu'en 2002. 2002, il y a eu la fusion Euxt avec Euxt Marion Roussel avec Aventis, avec Ron Poulain, pardon, qui a donné Aventis. À l'époque, ils ont eu besoin d'embaucher et donc on a fait partie d'une vague d'embauche. On était 13 arc coordonnateurs à avoir été embauchés. Donc embauché par le laboratoire Aventis, arc coordonnateur. En fait, on faisait fonction de chef de projet plus que arc coordonnateur, mais à l'époque, on n'avait pas le droit au titre parce que Ron Poulenc ne reconnaissait pas le titre de chef de projet aux gens qui n'étaient pas médecins. Ah Bon, oui. ce qui peut paraître un peu aberrant maintenant. Déjà à l'époque, l'était un peu parce que euh, étant issu d'une CRO, nous, chef de projet, il n'était pas du tout médecin. Oui. Donc voilà. Et tout ça jusqu'au rachat en 2004 par Sanofi. Et là, en 2004, j'ai eu l'opportunité de devenir chef de projet international pour l'équipe du GMA, du Global Medical Affairs, où là, on gérait en fait tous les produits qui étaient déjà sur le marché, donc toutes les postes AMM, mais ça allait de la phase 1 à la phase 4, voire études épidémiaux. En fait, c'était pour tout ce qui était nouvelles indications, nouvelles formulations, d'indications, etc. Et là, c'était vraiment, ça a été très belle époque où on avait une équipe de 4 personnes, où il y avait un chef de projet, donc moi, il y avait un médecin, il y avait une responsable stat et il y avait une responsable logistique et affaires réglementaires. Donc à nous quatre, on était en contact avec tout le market en fait, les gens du market.
Et en fait, l'idée c'était quand ils voulaient monter une étude, et ben ils faisaient appel à nous, on se réunissait et hop, on développait le projet. Donc en fait, c'était vraiment top. On était en contact direct avec nos clients internes. On rencontrait un ou deux KOL qui étaient en contact avec le market et puis on mettait en place l'étude. Il y avait tout à faire et on sélectionnait aussi les CRO. Non, c'était vraiment une belle époque. Tout ça jusqu'en 2010, où là, déjà on a déménagé, on a été rattaché à la R&D. Donc on quittait le giron des affaires médicales globales qui avait été dissous. On a été rattaché à la R&D. Bon, c'était plus du tout la même chose. On n'était plus en contact direct avec le market, avec nos clients internes. Il y avait des intermédiaires. On pouvait être à plusieurs chefs de projet sur un même projet. Enfin, c'était beaucoup moins intéressant. Et puis, bon, j'avais plus envie de de ça. La tournure des choses que prenaient les choses au niveau de Sanofi me convenait pas non plus. On quittait un environnement dirigé par un vrai industriel, un capitaine d'industrie, donc qui était vraiment orienté sur ce qu'on faisait, sur la clinique. Et il a été remplacé par un financier pur. Et là, bon, on a senti quand même les choses tourner. Et Mm. donc, moi, j'étais plus en phase avec les tournures que prenaient les événements. Et puis, en plus, le fait qu'on déménage à Chilly-Mazarin, moi, ça me mettait à 2 heures de transport de chez moi. Je peux plus. Et donc, bah, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Plus trop envie de me retrouver dans une structure avec des actionnaires où c'était compliqué, il fallait toujours, enfin c'était très budget orienté. En tout cas, c'était la primauté. Et ça, j'avais plus envie. Et du coup, bah, j'ai créé Medilink. Et l'idée de base était plutôt de se dire, en fait, depuis que j'avais commencé en 94, on avait toujours les mêmes difficultés sur recruter les médecins, récupérer les éléments, faire en sorte qu'ils recrutent les patients. Ils mettaient du temps à remplir les données, ils mettaient du temps à corriger. Enfin, tout était long, quoi. Et Oui. enfin, je leur jette pas la pierre, hein. Ils avaient pas d'aide, donc on se retrouvait, voilà, avec des médecins qui étaient débordés et qui n'arrivaient pas à fournir. Donc l'idée, c'était de dire, bah, puisqu'ils peuvent pas faire, bah, autant aller les aider et puis leur permettre de mener à bien les études, quoi. Et Ouais. donc de fournir du support. Voilà comment est née un peu l'idée de Medilink au départ. D'accord. Là, tu as répondu à plein de questions d'un coup. Quelles ont été les premières actions que tu as mis en place pour évoluer? En fait, J'imagine que tu t'es renseigné un peu. Voilà, alors oui, et j'ai un peu creusé, mais bon, peut-être pas assez le côté entrepreneuriat. tu as Euh, sauté du 50e étage sans te poser de questions. voilà, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu ça. J'en avais tellement marre. J'en avais tellement marre que voilà. Et puis, bah, je m'étais dit, ça doit pas être beaucoup plus compliqué que de gérer un projet. Hmm. Donc oui, j'ai sauté sans trop réfléchir. Tu sais, c'est un peu cette phrase qui court de temps en temps. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Mais c'est un peu ça en fait. Tu pars comme ça. Et bon, c'est vrai que c'était un peu inconscient. En Hmm. fait, ce que j'avais regardé, c'était plutôt l'intérêt que pouvait susciter ce support. Donc en fait, en discutant bah, avec les gens que j'avais dans mon réseau d'anciens collègues qui étaient un peu dispersés dans différentes entreprises, bah, les prestataires de services qu'on utilisait nous, en discutant avec tout ce monde-là, oui, effectivement, tout le monde disait ah ouais, c'est une bonne idée, c'est vrai que c'est intéressant et c'est marrant parce qu'en fait, bah, c'est vrai qu'à l'époque j'avais une dimension un peu internationale, donc j'étais un peu déconnecté de la réalité France. Et du coup, j'avais pas eu vent des. En fait, je connaissais pas le Senjeps ce qu'il faisait et tout. Et en fait, c'était exactement ce que faisait le Senjeps, mais au niveau CHU, quoi, plutôt. C'était très orienté CHU. Pour ceux qui se souviennent pas, en fait, le Senjeps, c'était une entité qui était publique et qui mettait
oui, mettez à disposition des services hospitaliers pour aider les investigateurs. C'est exactement ce que je voulais mettre en place. Bon, sauf que moi au départ, je voulais le faire plutôt sur la médecine libérale, puisque je m'étais dit que voilà, à l'hôpital, ils avaient du personnel, du coup, c'était peut-être moins utile. Mais par contre, tout ce qui était médecine de ville, tous les libéraux, là, ils avaient personne, eux, et donc l'objectif, il était de les aider. Comment dire, la recherche clinique en médecine de ville, euh, en fait, avait quasiment disparu, quoi. Mais malgré tout, le besoin était quand même là. Donc voilà. Alors après, c'est sûr que moi, je débarquais. D'abord, je suis démarré tout seul, donc c'était compliqué. Ça, ouais, c'est une des choses que je ne referai pas. D'accord. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton poste actuel? On sait hein, ce que ça signifie une gestion de projet. Gérer une CRO, c'est une autre histoire. Donc, c'est quoi, ça consiste en quoi? Et qu'est-ce que Medilink propose? Donc, ça te fait deux questions d'un coup. Moi, je trouve que la, la gestion d'une entreprise est pas si éloignée que ça de la gestion de projet. Par contre, il y a des difficultés supplémentaires. Alors la première, étant dirigeant d'entreprise, t'es pas salarié, donc si t'as pas de contrat, t'as pas de salaire. La deuxième, qui est le corollaire de ça, c'est que quand tu as des salariés, si t'as pas de contrat, tu pourras pas les payer. Donc en fait, contrairement à un chef de projet dans une société, dirigeant d'entreprise, il doit aller chercher les études, il doit aller chercher les contrats. Et, bon, ça c'est la grosse différence. Après, il y a aussi la partie, je dirais, administrative, mais que tu connais quand t'es chef, un peu chef de projet aussi, Mm. c'est-à-dire tenir tes budgets, c'est-à-dire le planning et tout ça. Alors c'est pas sur les mêmes comment dire, c'est pas sur les mêmes items, mais globalement ça procède de la même manière, hein. Mais par contre, t'as le stress d'une part que en plus des projets qui doivent arriver à terme, le stress de la satisfaction client, mais que tu as aussi comme chef de projet. Par Ouais. contre, tu as le stress de pouvoir alimenter tes collaborateurs tous les mois, quoi. C'est vrai que c'est une grande responsabilité. Du moment où on s'engage avec des salariés, on prend un salarié, c'est vrai qu'on s'engage à, c'est un peu le système de salariat. Il faut une rémunération tous les mois, même si on ne fait pas grand-chose. Voilà Non, l'avantage. mais c'est ça, hein, c'est que du coup, tu as une responsabilité supplémentaire qui est de faire en sorte que tes salariés se sentent bien, euh, qu'ils s'épanouissent, que tu arrives à les alimenter aussi en fonction de leurs appétences et de ce qu'ils veulent. Faire en sorte aussi que ça coïncide avec le développement de l'entreprise et que leurs ambitions restent dans le scope de ce que toi, tu as défini comme activité dans ton entreprise. Et puis, oui, et puis les alimenter tous les mois. Et pour revenir à MediLink, qu'est-ce que tu proposes avec ton équipe exactement? C'est quel type d'aire thérapeutique, quel type d'études? Alors, nous, notre métier, notre cœur de métier, c'est vraiment autour des métiers de l'arc. C'est-à-dire, initialement, ça a été le support de médecins investigateurs, donc d'aller dans les centres et de faciliter le travail des médecins. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait depuis le début. Et puis, on a eu aussi des propositions de missions comme Monitor, comme Ok. Arc Monitor. Et en fait, maintenant, on fait les deux, dans la mesure où, de toute façon, les arcs ont une formation d'arc. Et donc, ils sont à même de faire les deux. Et en plus, je trouve que les deux sont complémentaires. Et de faire les deux en même temps, d'abord, ça permet de diversifier un peu les activités. Et ça permet de pas perdre le pied avec, je dirais, l'autre revers de la médaille, l'autre Mm. face de la médaille. Ouais. C'est pas un revers, mais c'est une autre face. Et donc, moi, ce que je dis toujours à mes collaborateurs, c'est que euh, il faut pas qu'ils perdent de vue l'autre facette de leur métier quand ils sont sur une activité. Quand ils sont arc support, ils doivent se dire, voilà, moi si j'étais arc moniteur, qu'est-ce que j'aurais aimé voir, qu'est-ce qui me parlerait comme réponse par exemple à une queries, qu'est-ce Ouais. qui me permettrait de me dire cette queries, ok, c'est bon, j'ai la réponse, tout est bon quoi. Mm. Ou quand je complète mes données en disant bah ouais, ça c'est une donnée aberrante, mais je sais que c'est une donnée aberrante. Donc, je vais mettre un commentaire derrière parce que l'ARC, lui, quand il verra que, OK, c'est confirmé, c'était pas juste une erreur
de saisie. Et donc, enfin, l'ARC ou le data manager. Et inversement, quand on est ARC moniteur, ça permet aussi de se dire, de connaître d'abord la contrainte de l'ARC support. Et puis, quand on rédige les queries, c'est de se dire euh, qu'est-ce qui est le plus parlant, quoi. Quelles informations il va avoir besoin pour pouvoir répondre de manière précise à mon besoin. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est de leur permettre de garder coordonnateur, etc. C'est vrai qu'à un moment donné, on a perdu le fil du monitoring. Et du coup, bah, quelque part, ça te manque un peu, quoi. Et moi, je trouve que, alors, un chef de projet peut pas non plus garder une activité d'arc, euh, mais à minima, soit de garder un centre en monitoring de temps en temps, ce qui permet de bien garder en tête comment dire, les contraintes de l'arc et puis l'évolution, comment ça évolue aussi, métier. Puis aussi, sinon, s'il peut pas garder ça, à minima, d'aller faire du co-monitoring, quoi, de temps en temps. Mm. Accompagner les arcs sur le terrain. Pour être tout le temps confronté à la réalité en fait du Ouais, terrain. C'est vrai ouais. qu'on a tendance à Et pas oublier. oublier parce qu'on oublie vite. C'est ça. Et en fait, tu as souligné un point important, et c'est la question de quasiment beaucoup de personnes, moi, je sais des personnes qui me contactent, c'est est-ce que en étant initialement arc investigateur ou arc support, comme tu dis, est-ce qu'on peut passer de l'autre côté, arc moniteur et vice-versa. De l'autre côté, on se pose pas trop la question, mais c'est vrai que c'est vrai. Mais c'est vrai que si on passe de hospitalier à moniteur, là, la question se pose parce que ce soit les CRO, les durs, qu'elles sont vraiment réticentes. Là, je vois que par rapport au début, en tout cas de ma carrière, la réflexion, elle a évolué et c'est vrai que les personnes, les recruteurs ont plus l'esprit ouvert, mais pour moi, le profil idéal, c'est celui qui a vu les deux facettes. C'est celui qui sait ce qui est attendu en tant que centre, en tant que membre d'une équipe investigatrice, et de l'autre côté, celui qui sait ce qu'on attend en tant que promoteur. Et donc, c'est vraiment le profil idéal pour moi. Donc, vraiment, j'invite les auditeurs à aller quand même tester, à ne pas se brider, ne pas se bloquer parce que ce n'est pas possible. Il faut tenter et pareil aux recruteurs, il faut ouvrir un petit peu l'esprit parce que je pense que le meilleur moniteur, c'est celui qui connaît déjà le terrain côté investigation. Oui, alors, en fait, ta réflexion, elle amène plusieurs remarques. La première, c'est que il faut pas que les gens s'imitent. Il faut pas qu'ils s'enferment eux-mêmes dans des cases. Toute expérience est bonne à valoriser. Après, ça dépend comment tu la mets en avant face à ton recruteur. Si on le met bien en avant, ce qu'on a vécu, son expérience, et comment on la met à disposition de son client à lui, qui est une CRO, un labo, peu importe, ça passera. Donc, faut pas s'interdire. Surtout, faut pas s'interdire. Pas se dire, ah bah ça c'est pas pour moi, ça c'est pas. Si on a envie de le faire, il faut essayer. Discuter avec les gens autour, se renseigner, voir les opportunités, etc. À minima, ne pas s'en empêcher. Ne pas voir, comme trop souvent, moi je l'entends dans les discours d'Arc, c'est cette espèce de d'échelle sociale qui voudrait que on démarre en bas de l'échelle comme arc hospitalier tech. Ensuite, on évolue vers arc moniteur. Et puis après, au-dessus, il y a chef de projet ou arc manager. Non, il n'y a pas d'échelle sociale comme ça. Oui. On peut passer de arc support à arc moniteur et dans l'autre sens. C'est des métiers complémentaires, mais qui, qui demandent des qualités un peu différentes. Oui. Et chef de projet, c'est encore différent. Alors oui, certains vont dire que voilà, on est mieux payé comme chef de projet, même si en ce moment il y a des arcs qui sont mieux payés que des chefs de projet. Ça, c'est encore un autre problème. Donc non, il y a pas cette hiérarchie sociale entre un chef de projet et un arc arc support ou même arc moniteur. Voilà, on a des responsabilités différentes qui demandent des compétences différentes, qui génèrent des stress différents.
des problèmes relationnels différents aussi. Donc, il faut pas s'imaginer une espèce de voie royale comme ça. On peut rester art toute sa vie, s'épanouir, développer des compétences incroyables et devenir une vraie pépite, quoi. Enfin, je veux dire, un art qui a beaucoup d'expérience dans plusieurs pathologies, qui a vu plein de manières de faire, qui a géré aussi bien de l'étude phase 1 que de l'épidémio avec chacune leurs contraintes. Cette personne-là, c'est de l'or, quoi. C'est de l'or en Ouais, barre. ouais, Donc, il peut très bien s'épanouir là-dedans et devenir expert et grimper là-dedans. Avoir une reconnaissance salariale aussi derrière, quoi. mm, Moi, vraiment, le message que je veux faire passer là, c'est ne pas voir ça comme un échec si on reste arc toute sa vie, quoi. ouais. Alors que ce n'est pas forcément ça. Et je reviens sur un point très important. Quand tu parles vraiment de différence d'échelle sociale et que au tout début, enfin le plus bas, c'est arc investigateur. En fait, cette différence-là, je pense que c'est par rapport au salaire. Et il y a beaucoup de personnes, même aujourd'hui, ça m'a étonnée d'ailleurs, c'est elles ne savent pas qu'un arc hospitalier est payé de la même façon qu'un arc moniteur dans le secteur public. Parce qu'il n'y a pas que les CRO, que les labos qui ont des arcs moniteurs, il y a même les unités de recherche. Et donc, eux, ils sont pareils, gestionnaires d'études, ils fonctionnent comme une CRO, sauf que le promoteur, c'est soit l'hôpital, ça peut être un labo aussi, hein, majoritairement, c'est l'hôpital. Si je prends l'exemple de la PHP, bah, la PHP est promoteur de ses études, il peut être partenaire avec d'autres promoteurs, il peut être copromoteur, mais principalement promoteur. Et il a les URC, les unités de recherche, un peu partout, vont gérer les CC, un peu comme une CRO. Et là, on a des arcs moniteurs qui sont avec un salaire basé sur des grilles. Et c'est les mêmes grilles qu'un arc hospitalier. Parfois, l'arc hospitalier est mieux payé parce qu'il est sur une grille d'ingénieur, etc. En fait, ça dépend. Hein, la rigidité, elle est Mm. vraiment interne et ça dépend du N+1 que vous avez. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Ils pensent systématiquement qu'un arc hospitalier, c'est le moins payé parce qu'il est à l'hôpital, c'est le public, mais ils oublient qu'il y a de l'autre côté beaucoup d'équipes dans le public. Je pense que c'est cette différence-là de salaire qui fait que, OK, on a arc hospitalier, arc moniteur, etc., et puis chef de projet. C'est complètement illogique et là, ça change. On a les centres d'investigation, je ne sais pas si c'est le même salaire que les Alors, CHU, ben oui, mais alors, voilà. ça dépend aussi des structures qu'on a. C'est ça. Alors, par exemple, si je prends mon cas, quand je fais mes devis pour mes clients, j'applique le même tarif horaire ou journalier, peu importe. J'applique le même tarif que ce soit pour du support investigateur ou de l'arc moniteur. Et mes arcs, je les paye de la même manière, même s'ils travaillent plus en monitoring, en arc support. Moi, je fais pas de différence et je me bats pour ça, Oui, pour pas qu'il y ait de différence entre les deux. Euh, Parce que les rôles sont interchangeables aussi. Après, il y a effectivement les gros CHU où il y a une distinction entre la DRCI qui peut être plus orientée vers la promotion et les CIC qui sont plus sur le support. oui, Mais il y a des CH qui font tout et leurs arcs, bah, ils peuvent faire arc support, moniteur, oui, voire même chef de projet ou tout à fait. coordonnateur d'études. Enfin, je veux Mm. dire, voilà quoi. Donc non, je pense que ça, faut vraiment. Alors après, on n'empêchera pas euh, les gens et puis comment dire, la vision que la société renvoie par rapport, déjà, ne serait-ce que le mot de chef de projet par rapport à Arc, mais bon, c'est pour moi, c'est pas un passage obligé Mm. en fait. Et que c'est des choses différentes, des activités différentes qui nécessitent des compétences différentes, des appétences. Je pense qu'il vaut mieux quelqu'un qui s'épanouisse qui a une bonne vision large et une grosse expérience comme Arc et qui cherche pas à passer chef de projet parce qu'il le sent pas, Mm. que quelqu'un qui veut à tout prix passer chef de projet, qui passe chef de projet et en fait lui conviendra pas. Je Et comprends. parce que c'est des contraintes il n'aura pas envie de les gérer quand il les aura, quoi. Ou que ça lui correspondra pas. Peut-être que il sera, mais ça, peut-être qu'on en parlera après sur les possibilités d'évolution d'évolution, de changement d'activité des arcs. Il y a peut-être d'autres postes qui lui conviendraient plutôt que chef de projet, par exemple. Ouais. Tout à fait, c'était ma prochaine question. Quelles sont selon toi les options les plus accessibles après un poste d'art? Oh.
Vous avez compris, c'est bon. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ils vont pas. Ah non, mais Il y en a, il y en à a l'heure beaucoup, actuelle, effectivement. Ouais. t'as plus trop le. Enfin, maintenant, c'est ça que je trouve bien, c'est que on est plus trop sur des voies de garde. Alors, il y a des métiers qui ont des plafonds de verre qui sont liés à de la réglementation Mm. et qui nécessitent absolument d'avoir certains diplômes. Par exemple, si tu veux être responsable de pharmacovigilance, va falloir être pharmacien à un moment donné, que Oui. ça tu pourras pas. Il y a des postes qui sont plutôt pharmaciens, plutôt médecins. On peut pas l'empêcher, mais parce que il y a de la responsabilité avec un diplôme derrière. Par contre, quelqu'un qui veut, on peut même faire de la pharmacovigilance sans être responsable de pharmacovigilance. Hein. Oui. Un arc qui a des appétences et qui veut se développer vers un peu de pharmacovigilance, simplement il sera bloqué à un moment. Mais bon, c'est possible. Il y a tout ce qui est affaires réglementaires. Si c'est quelqu'un qui est intéressé par la réglementation, par juridique, etc., il peut passer un peu, ouais, il peut passer aux affaires réglementaires. Il y a des aspects de logistique aussi qui peuvent être intéressants. Bon, il y a tout ce qui est coordination, chefferie de projet, art manager, etc. Genre un PhD, etc., et qu'il a de l'appétence et de la capacité rédactionnelle, bah, il peut très bien aussi passer sur Medical Writer Ouais. et donc écrire des protocoles, des rapports, sur l'écriture aussi éventuellement d'articles, pré-rédigés, etc. Ça, c'est possible. Voilà quoi. On peut même passer data manager. Hein. J'ai rencontré, parce que j'interviens dans une formation de data manager où je fais une journée sur la réglementation et une journée sur la typologie de la recherche clinique. On balaye un peu tout pour que les data managers aient une vision globale Oui. de l'environnement dans lequel ils vont travailler. Et dedans, dans les gens formés, régulièrement, il y a des arcs. Il y a des arcs qui se forment au métier de data manager. Oui, il y Mm. a la possibilité aussi là-dedans, si on a un peu d'appétence pour ça, pour les chiffres, les bases pour la gestion, pour la programmation, etc. Et C'est ça, pourquoi et je pas pense que data ça va. scientist, hein. S'il y en a qui ont vraiment des compétences en stats, etc., ou en analyse de data, pourquoi pas? Ouais, Après, ouais. puis les gens peuvent faire aussi des DU complémentaires. C'est ça. Et je pense que ça va venir avec les essais sur données de virée. Ça va vraiment venir d'avoir la double casquette Arc Data. Je pense que ça sera peut-être demandé de plus en plus. Je ne sais pas ce que tu en penses. Demander, je sais pas, après qu'il y ait plus d'opportunités parce qu'on en fera plus, oui. Alors c'est sûr que quelqu'un qui voudra se recycler et qui aura déjà un métier d'art, une bonne connaissance déjà de la réglementation et puis de comment ça se passe sur le terrain, les relations avec les médecins, etc. Peut-être que oui, ça pourra très certainement attirer. Mm. Je connais pas trop le domaine de enfin des sociétés qui sont basées uniquement sur euh, les données de santé en vie réelle. Alors quand je parle de données de santé en vie réelle, c'est pas les études épidémiaux, c'est vraiment celles qui sont basées sur des bases de données, soit sur du SNDS, soit sur Oui. euh, de grosses bases. Bon, je connais pas trop ces trucs-là. Je sais pas trop quel pourrait être leur euh, Mm. mais euh, mais je pense que ça peut faire la différence à niveau égal de gestion, enfin de compétences techniques dans la gestion des données, etc. Oui, il comprend mieux le terrain et c'est un peu le point bloquant, je pense. C'est de un, les data managers, là, s'ils sont 100% data, ils sont pas forcément intégrés à tout le process de l'étude. C'est qu'ils sont sollicités d'une manière ponctuelle comme prestataires de services et les retours que j'ai. Et d'un autre côté, donc, les aide pas à mieux comprendre tous les aspects de la recherche clinique. Et je pense qu'il vaut mieux les intégrer à chaque étape, au moins pour information. Pas les bombarder de mails, bien sûr, mais quand il y a une grosse modification substantielle, par exemple, et que ça impacte les données, qu'ils soient à minima euh, impliqués et pour qu'ils comprennent pourquoi ils font ça, pourquoi ils modifient, et c'est quoi l'enjeu scientifique. Parce que ils sont pas juste des prestataires, ils font pas juste l'extraction des queries et c'est tout. Donc, je pense que ça va aller de haut, mais c'est vrai qu'avoir une base d'arc, c'est encore mieux. Alors, dans mon expérience, je l'ai pas trop mentionné, mais quand j'étais chez Quintiles, j'ai donné un coup de main à des data managers. J'ai fait du data management pendant 2 mois. J'étais à Strasbourg puisque c'était le fief du data management. On m'avait demandé si je pouvais aller dépanner pendant 2 mois data manager, donc j'avais été aidé. D'abord, on m'avait bien plu.
trouvais ça ludique et dehors du fait que le site de Strasbourg était vraiment sympa, mais parce que ça m'a servi aussi, parce que m'a permis de mieux comprendre quelles étaient les contraintes de ce poste-là Mmh. et quelles étaient leurs attentes. Et donc, oui, après, quand je suis repris mon activité d'arc, c'est vrai que je me disais, ah oui, quand même, ouais, quand je fais répondre à un médecin ou quand je pose mes questions, ouais, effectivement, ils ont ça. Ou quand eux posent ces questions-là, ok, je comprends. Voilà, c'est pas, enfin, ça aide beaucoup. Et je trouve que inversement, ça me fait penser que pour moi, il y a un triptyque dans la recherche clinique. Il y a trois postes qui forment comment dire, une articulation essentielle. C'est l'arc investigateur, l'arc moniteur et le data manager. Et pour moi, c'est ces trois postes qui sont étroitement, complètement intriqués et où il devrait y avoir plus d'interaction. Et notamment, moi, je, je trouve que on devrait faire quelques visites de monitoring au data manager et tout ce qui est ARC et ARC support et ARC monitor, leur faire un peu de data management Mmh. pour voir un peu, ou au moins passer un peu de temps avec les data managers pour voir un peu quelles sont leurs contraintes. Et ça, je trouve que ouais, ça m'a beaucoup servi et notamment après quand je suis passé euh, chef de projet, puisque là j'étais en contact avec avec les data managers forcément, hein, et notamment au niveau des data validation plans. Le fait de travailler main dans la main avec les data managers, en fait, ça a été, euh, ça a été très profitable. Parce que moi, j'apportais ma vision opérationnelle et art, et eux avaient leur vision nettoyage de données et mais électronique. Et en interagissant, on était vraiment vraiment complémentaires. Et je sais qu'à un moment, je suis intervenu comme chef de projet dans une CRO et ça, ils avaient pas l'habitude, les data managers avaient pas l'habitude. Et quand j'ai demandé la première fois à un data manager de m'envoyer le data validation plan pour que je le revoie, elle m'a dit mais pourquoi t'en as besoin? Je sais pas, pour le revoir, pour voir si tous les tests de cohérence, enfin, il y en a pas d'oubliés, est-ce qu'il y en a qui sont pas redondants, etc. Un contrôle qualité, quoi. Ouais. Et oh, c'est bien la première fois qu'on nous demande ça. Et en fait, après, quand j'ai eu fait mes retours, elle m'a dit ah mais c'est vachement intéressant, c'est super intéressant. Ah ouais, il y a des trucs qu'on n'avait pas vus. Et inversement, moi de mon côté, il y a des choses auxquelles j'aurais peut-être pas forcément pensé. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment un trio qui doit euh, qui doit travailler la main dans la main. Parfait. Et là, si on revient à l'arc qui veut évoluer, quelles sont selon toi les compétences qu'il devrait absolument développer pour évoluer? Bah, si tu peux citer deux ou trois. Moi je dirais la première à développer, c'est la curiosité. C'est-à-dire la curiosité et le réseautage. C'est-à-dire s'enseigner sur les différents métiers euh, qui lui sont accessibles ou vers lesquels il envisage éventuellement d'évoluer. Et de discuter avec les gens, de voir un peu comment ils travaillent, en quoi ça consiste, de voir un peu leur quotidien plutôt que euh, la, la fiche de mission théorique qui figure dans toutes les annonces. Et voilà, de discuter un peu avec les gens comment c'est sur le terrain et comment eux le vivent, de voir un peu les pour et les contre, de manière à voir si ça leur correspond bien. Puis oui, d'être curieux sur soit les pathos, soit euh, les différents métiers. Bon, maintenant il y a pas mal de technologies aussi. Sur Ouais. les nouvelles technologies, IA, tout ça, oui, se renseigner là-dessus. Et en premier lieu, mais bon, de toute façon, je pense que si on est arc, c'est un peu quelque chose qu'on a en deuxième nature, puisqu'en en général, on se contente pas de ce qu'on voit devant nous, on essaye de creuser Faut toujours aller creuser, un peu derrière, ou au moins de effectivement. discuter avec les médecins ou avec d'autres arcs, ou Oui. avec l'arc moniteur si on est arc support ou Mhm. inversement pendant les monitorings. Bref, il y a toujours des interactions. Mais je pense que c'est ouais, c'est les deux premiers, les deux premières compétences qu'il faut absolument développer. Et puis après, moi je dirais l'humilité aussi.
Ouais, C'est-à-dire que c'est pas parce que on a 10 ans, 15 ans d'expérience qu'on peut pas en apprendre encore. bien sûr. Et que c'est pas parce que on a vu certaines choses que déjà on a tout vu Mmh. et que c'est obligatoirement transposable. Donc, donc oui, je pense que voilà. Et puis c'est pas parce que on est passé chef de projet ou work manager qu'il faut oublier euh, les contraintes des arcs Mmh. ou les contraintes qu'on a vécues avant et que bah ouais, il faut garder ça dans un coin de sa tête. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles c'est fait comme ça et qu'il vaut Ouais. mieux creuser ces raisons-là. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein, mais Mmh. creuser ça et pas se dire non mais bon, c'est qu'une feignasse et il a C'est ça. Moi, je trouve que les meilleurs managers et les meilleurs chefs de projet sont ceux qui connaissent déjà le terrain. Bon, c'est de manière générale. Après, il y a des exceptions, mais ceux qui connaissent le terrain, qui ont galéré en tant qu'arc, là, ils comprennent en fait, voilà, que le train peut arriver en retard, le centre peut ne pas répondre, voilà, une communication peut être difficile. Il y a beaucoup de choses qu'une deadline. Quand je parle de deadline, bon, de rédaction du rapport, par exemple, hein, petite deadline, forcément quelque chose de, pas quelque chose de plus important, mais même si c'est important de respecter toutes les deadlines, mais par exemple, si on parle de rédaction d'un rapport, si la personne a enchaîné, elle a fait 300 dans la semaine et que, entre-temps, il y a eu des urgences à gérer. Ça ne veut pas dire qu'elle est incompétente. C'est juste pendant cette période-là qui était plutôt difficile. Elle a dû gérer autre chose. Ça reste vraiment un exemple que j'ai vu. Il est important de se mettre à la place de l'autre et ça va faire mieux fonctionner l'équipe et donc ça tendra vers la réussite de l'essai juste. Oui, alors pas trop non plus parce que euh, se mettre trop à la place, des fois, ça peut fausser un peu le jugement. Oui, oui, il y a un équilibre En aussi tout à cas, respecter. c'est vrai que ça m'a parfois joué des tours d'être trop trop dans Compréhensif. l'empathie et Oui. euh, trop excusé quoi. Mais bon, faut trouver le juste milieu. Et c'est l'avantage aussi. Enfin, moi, c'est ce que je recommande aux gens qui veulent passer chef de projet tout de suite. Faites-vous une première expérience parce qu'elle vous servira après. Mm. Notamment quand vous allez monter les projets, vous allez déjà anticiper certaines difficultés et du coup, ça va améliorer euh, vos vos designs d'études, etc. Je pense que ça c'est énorme parce que un chef de projet, c'est pas que coordonner l'activité des gens. C'est-à-dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Regardez les deadlines, les budgets, etc. Non, c'est pas ça. C'est aussi enfin, idéalement, il est là aussi pour apporter son expérience et dire si on le fait comme ça, non, ça va pas le faire. Voilà, il y a ça aussi. C'est vrai que si tu as eu une expérience déjà Dark, le titre Dark, tu as déjà vu des designs de protocoles, tu as déjà vu des trucs qui fonctionnent et d'autres qui font. Et donc ça déjà, ça te fait gagner beaucoup de temps et de crédibilité par rapport à tes équipes. Ouais, tout à Que, fait. Et là, si on prend un cas d'un arc qui veut changer de voie, veut passer d'arc à quelque chose d'autre, mais il ne sait pas trop par quoi commencer, quelles seraient les trois actions à faire, à entreprendre dès le début? bah, ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure. C'est déjà se renseigner sur le poste. Bon. Le plus simple, c'est d'aller éplucher les fiches de poste. Ça, c'est le premier truc. Ça permet d'avoir une vue globale, globale et théorique de ce vers quoi on va se diriger. À Mm. minima, d'avoir une idée des compétences et de ce qu'on va devoir développer comme compétences qu'on a besoin d'avoir. Donc ça, c'est le premier point. Et tout de suite après, il faut les discuter avec les gens. Discuter avec les gens qui sont en poste, qui ont à minima une première expérience, quoi, et qui peuvent faire un retour de comment ça se passe dans la vraie vie, quoi. Mm. Parce que entre la plaquette et la vraie vie, des fois, peut y avoir une grosse marge, quoi. Et puis on dit pas que euh, quand tu es à un certain poste, bah ouais, tu vas manger du Mopral régulièrement, hein, parce que tu vas avoir quelques ulcères qui vont se développer. Ouais. Donc ça, on te le dit pas, ça. C'est comme avant le mariage, hein. Tu dis pas à la mariée que tu ronfles et que sinon elle fuit. Donc quoi. Ouais, l'idée c'est ça. C'est vraiment que les gens aillent vers ceux qui font et discutent avec eux et voient un peu comment ça se passe, quoi. S'entourer d'expérience.
quitte à OK. éventuellement tester et puis bon après. Et Mais voir, si ça plaît ou pas. oui, Mmh. voilà. Ouais. Et puis, euh, et puis le faire savoir aussi. C'est-à-dire que euh, pour l'avoir vécu principalement en CRO, parce que c'est une expérience que j'ai vécue en CRO, si tu fais pas savoir autour de toi, à ta hiérarchie, ne serait-ce qu'à ta hiérarchie, ou aux gens qui sont susceptibles de t'employer sur ces postes-là, si tu leur fais pas savoir que tu as envie d'eux, spontanément, ils vont pas forcément venir te chercher. Ça tombe pas tout cuit comme ça. Et moi, je l'ai vu, hein, tu vois vite la différence entre ceux qui disent moi j'ai envie de faire ça, tiens, ça m'intéresse, est-ce que je peux faire ça, etc. Et ceux qui disent rien et qui font leur boulot et qui enquillent leur truc et qui disent C'est rien vrai. autour, bah tu vois vite l'évolution. Mmh. Il y en a qui Mmh. bougent beaucoup plus que d'autres. Oui, Et bon, après, c'est bien, c'est pas bien, voilà. Et puis après, ça dépend aussi comment les gens le font. Il faut quand même, même ne serait-ce que dire, ah bah tiens, ça là, ça m'intéresse. Est-ce que je pourrais pas donner un coup de main là-dessus au départ? oui, Moi, je vois au début chez Quintiles, j'ai été amené à faire plein de choses différentes, et y compris l'interview d'experts parce que on voulait avoir des infos pour démarrer un projet, etc. Bon, bah, mmh, j'étais pas chef de projet, j'étais pas, mais j'avais de la dispo, et puis on m'a posé la question, je dis bah oui, tiens, ça m'intéresse, etc. Puis bon, j'ai fait savoir aussi que j'étais intéressé par certaines activités. oui. On a fait du codage, on a fait plein de trucs, et du coup, ça te permet d'avoir, de multiplier les expériences. Puis après, bah, tu fais tes, C'est ça, tu il dis, faut bah, tiens, ça choisir, m'intéresse, non, effectivement. ça, c'est pas pour moi. Dernière petite question, Christophe, si c'était à refaire, est-ce que tu suivrais le même parcours et est-ce que tu changerais des choses et pourquoi? Alors, oui, je referai le même parcours, c'est clair. Je recommencerai comme arc. Je suivrai un peu cette voie. Pour moi, l'idée, c'est d'abord d'acquérir de l'expérience, comme on le disait jusqu'à présent. C'est pas de s'élever socialement, c'est juste d'avoir cette vision un peu globale qui était intéressante sur les études, et puis cet aspect, hein, comment dire, euh, j'ai toujours aimé les maquettes et les mécanos parce qu'on construisait quelque chose. Et en fait, comme chef de projet, je me retrouvais un peu là-dedans où on démarrait non pas d'une page blanche, on démarre rarement d'une page blanche, mais d'une idée simple, et on devait creuser pour le mettre en place. Et petit à petit, voilà, on assemblait les briques, etc. Et à la fin, on avait un projet, etc. Et ça, oui, ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui m'a toujours plu et qui me plaît encore, et qui me plaît encore dans mon métier actuel, qui est Mmh. de dire bah tiens, il y a ça et tout, est-ce qu'on pourrait pas le faire comme ça et tout, qu'est-ce que t'en penses? Donc, et la même chose, peu ou prou. Après, exactement de la même manière, non. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, si je devais recommencer, recréer Medilink, je le recréerais pas tout seul. Je partirais avec des gens qui auraient des, comment dire, des compétences et des appétences complémentaires des miennes. Parce que tout seul, c'est compliqué. Peut-être que j'irai un peu plus vite sur mes progressions et que je mettrai pas 7 ans entre chaque étape. Mais après, bon, après, c'est aussi un autre message qu'on peut faire passer, chasser le syndrome de l'imposteur. Et la petite voix qui vous dit non, non, c'est pas encore pour toi, t'es pas Oui. encore prêt, t'y arriveras pas, t'es pas fait, enfin, c'est pas que Mmh. t'es pas fait pour, mais t'y arriveras pas, t'es pas encore assez bon, quoi. Oui. Voilà, t'es pas Mmh. légitime à le faire, t'es pas encore assez bon, regarde les autres, ils sont nettement meilleurs que toi, voilà, toi tu fais bien ton boulot, mais tu fais bien ton boulot plus. Non, non, chasser ça. Mmh Alors mh. sans aller dire je suis un cador, je suis le meilleur, les autres c'est que de la, ils sont vraiment nuls. Tout le monde est nul, il y a que moi qui suis bon. Non, sans aller jusque-là. Mais ouais, chasser ce syndrome de l'imposteur parce qu'il coûte cher, et, Mmh. et il est très délétère. Et c'est vrai que si on prend 2 personnes qui ont exactement les mêmes compétences, on prend un arc junior par exemple, 2 arcs qui ont les mêmes compétences, mais un qui se valorise et l'autre qui est là, voilà, qui hésite, et puis qui a ce syndrome-là qui le mange de l'intérieur, et ben, on voit vite la différence, côté évolution. Mais Mmh. même moi, je le vois. Alors de l'autre côté, cette fois-ci, en tant qu'employeur, j'ai pas.
une grosse équipe, hein. J'ai 6 collaborateurs, mais on voit bien en fonction des caractères, ceux qui disent, ben moi je veux arriver à ça, moi je veux arriver à ça, et puis ceux qui disent rien, et Mmh. voilà. Et puis après tu dis, bah, attends, ok, j'entends, j'exclus pas de pouvoir répondre à tes attentes, mais on va le faire petit à petit. Et surtout, pour l'instant, si c'est pas possible avec via l'entreprise, parce que c'est pas dans. Enfin, je veux dire, si j'ai quelqu'un qui me dit, ah ben moi je veux faire de la pharmacovigilance, je vais dire, bah, C'est pas compatible. pas chez nous parce qu'on Mmh. est, on n'a pas vocation à faire ça. Mais oui, on voit bien vite la différence entre les deux. Donc après, c'est aussi, on rejoint le rôle de l'autre côté, c'est-à-dire le rôle du manager, et bah, d'aller chercher un peu l'info, c'est-à-dire de dire, bah, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu as envie de faire. Je trouve que un, un bon manager, c'est son rôle aussi d'aller creuser au sein de son équipe, aller rechercher des compétences, parce qu'il peut y avoir des compétences silencieuses qui sont pas exprimées, mais qui pourraient valoir de l'or. Exactement. C'est vrai que bon, c'est l'intérêt théoriquement, techniquement, c'est l'intérêt de l'évaluation annuelle, le fameux entretien qu'on fait par an, mais j'ai l'impression qu'on met beaucoup plus le doigt sur les objectifs. Est-ce que ça a été atteint ou pas? Là, quel type de formation la personne veut? On s'arrête vraiment aux formations et on ne va pas forcément plus loin. Oui, Voilà. Après, ça dépend de chaque service parce que parfois, c'est juste le manque de moyens, le manque de postes, le manque de budget. On ne peut pas proposer autre chose, mais c'est vrai que ça vaut le coup de demander. oui, oui, ça vaut le coup de demander, et je trouve que il faut savoir créer les occasions des deux côtés, quoi. Oui, Et peut-être qu'on a un trésor caché dans son équipe et qu'on le voit pas. Et si on va pas le chercher, on le trouvera jamais, quoi. exactement. Mais par contre, il faut pas attendre les entretiens d'évaluation. Oui, C'est aussi de la communication avec les gens, de prendre un peu de temps avec les gens, de communiquer avec eux et d'aller oui. voir un peu, d'aller chercher ce qu'ils ont envie de faire. Mm. Alors peut-être que mes collaborateurs, s'ils voient cette vidéo, rigoleront en disant, ah, dis donc, il a la parole facile. La mise en pratique est pas forcément, suit pas forcément derrière. Bon, après, c'est le problème de quand tu es tout seul et que tu dois tout faire, t'as pas forcément le temps disponible pour. Mais parce que ça demande du temps, donc je jette pas non plus la pierre aux managers qui prennent pas le temps de le faire, c'est qu'ils ont peut-être pas forcément le temps de le faire non plus. C'est pas qu'ils ont pas envie. Donc voilà. Mais en tout cas, si j'essaye quand même de discuter un peu avec les gens sur qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qui les intéresse Ouais. et sur quoi ils. Et alors, c'est pas la question sur alors dans 5 ans, tu te projettes sur quoi? Non, ça, enfin pour moi, Oui, oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. À c'est court voilà. Et terme, qu'est-ce qui t'intéresse de faire? Dans ton métier, exactement. là, qu'est-ce qui t'intéresse et puis qu'est-ce que tu fais pas là maintenant et qui pourrait t'intéresser, quoi. Très, très bien. Merci beaucoup, Christophe. En tout cas, c'était la toute dernière question. Pour tous les auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je trouve que l'évolution de carrière de Christophe est très inspirante. MediLink va continuer encore plus à faire à faire du bon travail et à collaborer avec plus de personnes. Voilà, je mettrai tout en description, que ce soit le LinkedIn de Christophe, allez voir son profil, site web de MediLink et toutes les informations nécessaires. Si vous voulez en savoir plus sur sa CRO, n'hésitez pas à le contacter. Je dis merci à tous, merci encore Christophe Merci à et toi. à très bientôt. Merci à toi, c'était vraiment intéressant. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.